Merci de vous informer sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité est marquée par la décoration de la première dame Dominique Ouattara, a été faite commandeur de l'Ordre de la santé publique pour ses actions en faveur des populations lors de la 9e session du Conseil national de lutte contre le sida. Élections municipales et régionales couplées du 2 septembre. Les 231 candidats du RHDP investis ce jeudi au cours d'un conseil politique. La discipline est le mot d'ordre donné aux militants par le président du RHDP, Alassane Ouattara. Et enfin, c'est le repos biologique en Côte d'Ivoire. Depuis le 1er juillet, les pêches artisanales et industrielles sont suspendues pour préserver les espèces de poissons. Commerçants et populations s'inquiètent. Le gouvernement a-t-il pris des mesures pour éviter une pénurie de poissons? Vous le saurez dans cette édition. Le vice-président Témoko Mielekoné a présidé la 9e session du Conseil national de lutte contre le sida ce vendredi au palais présidentiel. Dominique Ouattara était l'invité d'honneur de cette session. La première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs ambassadeur de l'ONU-SIDA de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA, a été faite commandeur de l'Ordre de la santé publique pour ses actions en faveur des populations. Les explications de Pierre Dipomelin et de Fulgence Kissédou. Le taux de prévalence du VIH-Sida est en baisse en Côte d'Ivoire. Il est passé de 4% en 2010 à 1,82% en 2022, grâce à la conjugaison de plusieurs efforts, dont l'engagement de la première dame Dominique Ouattara, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, la société civile mais aussi l'ONU-SIDA, qui avait fait d'elle l'ambassadeur spécial pour l'élimination de transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique en 2014. À cette 9e session du CNLS, elle a été faite commandeur de l'Ordre de la santé publique, mais aussi auréolée par un trophée de la société civile. La question de la lutte contre le VIH-Sida a toujours constitué un volet important de mon engagement en matière de santé, notamment en ce qui concerne l'élimination du sida pédiatrique. C'est dans ce cadre que j'ai mené plusieurs actions et plaidoyers en vue de lutter efficacement contre la transmission mère-enfant du VIH et de promouvoir le traitement pédiatrique sur le continent. Je suis très touchée que l'État de Côte d'Ivoire récompense mon dévouement pour cette cause qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais à ce propos vous remercier, Monsieur le Vice-président, pour l'honneur qui m'est fait de recevoir les distinctions de la nation en ce jour mémorable. Le vice-président Témoko Mielekoné, qui représentait à l'occasion le président de la République, président du CNLS, a rendu hommage à l'illustre récipiendaire. Madame la Première Dame, votre dévouement à la cause des couches les plus vulnérables de la société est connu et reconnu ici et à travers le monde. Votre engagement, votre empathie et votre générosité envers les enfants vulnérables du VIH-Sida et plus généralement au bénéfice de la santé de la mère et de l'enfant, mérite notre admiration et toute notre reconnaissance. Je voudrais vous féliciter pour la double distinction que vous venez de recevoir, non seulement pour votre soutien à la lutte contre le VIH-Sida, mais également et plus généralement pour votre contribution importante au renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. Dès l'ouverture de cette session du CNLS, le ministre Pierre Damba, en charge de la santé, a fait un point de la situation du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Ces personnes vivant avec le VIH-Sida sont à 106% composées de femmes, confirmant la féminisation de l'épidémie du sida dans notre pays, phénomène observé depuis plus d'une décennie. En 2022, nous avons dénombré 8 878 nouvelles infections par le VIH-Sida, survenues dans près de 25% des cas chez les jeunes de 15 à 24 ans. Ce taux atteint 40% lorsqu'on inclut les personnes de 25 à 35 ans. Concernant les décès, nous avons dénombré 9 952 personnes et ceux-ci ont concerné dans 52% les cas des hommes. Cette 9e session du CNLS marque la reprise des activités du Conseil national de lutte contre le sida, interrompue depuis 3 ans du fait de la pandémie de la Covid-19. Il s'agira de relancer la mobilisation
surtout chez les jeunes qui ont baissé la garde, mais aussi rendre plus accessibles les soins aux enfants porteurs du VIH. En politique, l'investiture ce jeudi des 231 candidats du RHDP, le parti au pouvoir part favori aux élections locales du 2 septembre, selon son secrétaire exécutif Cissé Bakongo. Quant au président du parti, Alassane Ouattara, qui a présidé le conseil politique, il a invité les militants à la discipline et mis en garde les éventuels fauteurs de troubles, avant d'exhorter les candidats à faire en sorte que le quota de 30% de femmes soit respecté dans la composition des listes électorale. Les explications de Pierre Dipomela. Ambiance de fête à la patinoire de l'Hôtel Ivoire, où le président Alassane Ouattara a donné son onction aux 231 candidats du RHDP pour les élections locales à venir. C'était au cours de la cérémonie officielle d'investiture des candidats du parti présidentiel. Le président du parti a félicité et encouragé les candidats. Il a cependant mis en garde les cadres du parti contre les candidatures indépendantes. Le maître mot reste la discipline. Alors maintenant que les têtes de liste ont été désignées, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la composition des listes. Et sur cela, je demande également au directoire de regarder de manière très précise pour que nous soyons conformes aux lois de notre pays. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants, et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Le ministre Mamadou Touré a, au nom des candidats, promis une victoire écrasante au soir du 2 septembre. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les candidats du RHDP, nous prenons l'engagement de façon solennelle de vous ramener la victoire. Nous le pouvons, nous le devons, car votre bilan et votre personnalité sont les plus grands atouts que nous utiliserons tout au long de cette campagne. Les militants, eux, sortent confiants de cette investiture. C'est un sentiment de joie qui m'anime, d'autant plus que cette confiance renouvelée est vraiment une occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République et au parti, le RHDP. Les différents candidats ont été investis officiellement par le président Alassane Ouattara, président du parti. Ils ont reçu beaucoup de conseils. Ils ont reçu surtout des encouragements du premier responsable de ce parti, de notre parti. Et je pense donc que cela est non seulement encourageant, mais leur permettra et participera bien évidemment à ce qu'ils fassent une belle campagne. À compter de cette journée d'investiture, les 231 candidats du RHDP peuvent légitimement aller à l'assaut de leur circonscription électorale pour la pré-campagne. Les élections, elles, sont prévues le 2 septembre 2023, soit dans un peu plus d'un mois. Le repos biologique est une disposition pour atténuer l'épuisement des ressources halieutiques, préserver les espèces de poissons et favoriser leur reproduction. Le gouvernement ivoirien a décidé d'observer le repos biologique. Les eaux maritimes nationales sont fermées à la pêche depuis ce 1er juillet pour une période d'1 à 2 mois selon le type de pêche. Commerçants et populations craignent une pénurie de poissons et la hausse des prix. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour éviter des désagréments? Les réponses dans ce sujet de Nadia Edia, d'Éric Kimou et de Joseph Zécré. Marché de poissons du port. Ces tables, qui recevaient autrefois diverses ressources halieutiques, servent désormais de couchettes pour Abdoulaziz Traoré et ses collègues commerçants de poissons frais. Nous, on se procure de la marchandise à travers les chalutiers et les piroguiers. Donc actuellement, c'est fermé, donc ça a un impact. Ceux qui ont eu la chance d'avoir plus de poissons avant la fermeture, et ils ont eu cette chance-là de faire le stockage. Et ce sont les stockages-là maintenant qu'ils vont faire écouler maintenant dans les différentes commandes qu'ils ont. Il y aura maintenant une hausse des prix parce que pour pouvoir amoindrir un peu les dépenses effectuées pour la conservation. Cette hausse des prix se fait déjà sentir chez ces marailleuses au marché d'Abobodoumé. Depuis la suspension de la pêche, elles se tournent presque les pouces. Pour éviter l'inactivité, elles ont intégré la vente de produits surgelés importés dans leur commerce. Une situation qui ne donne pas les résultats escomptés. À l'heure ici, là,
il y a des pirogues, il y a des poissons un peu partout. Mais aujourd'hui, là, vous-même, vous constatez un peu. Regarde comment ça est, partout est vide. Quand c'est comme ça, même c'est dur. Même ce qu'on va prendre même dans les cartons pour venir là, ça ne nous arrange pas. Puisqu'ils savent qu'ils ont fermé l'eau, donc les cartons qu'on paye à 20 000 sont devenus à 30 000 francs. Une situation qu'a bien voulu anticiper le ministère de tutelle. Il faut préciser que la fermeture de la pêche actuelle concerne la pêche maritime, la pêche continentale, à savoir la pêche qui se pratique dans les fleuves, les lacs, les rivières et les lagunes, n'est pas concernée. Donc, les produits aussi de cette pêche seront sur le marché. De plus, nous avons pris des mesures en rencontrant les importateurs pour leur expliquer qu'il va y avoir un arrêt biologique. Et ces opérateurs nous ont rassurés que le marché sera approvisionné pendant la période de la fermeture. Nous avons travaillé de concert avec le ministère du Commerce et des mesures ont été prises pour faire respecter les prix pendant cette période. Rien que pour ce premier semestre, près de 400 000 tonnes de poissons ont déjà été importées selon les acteurs du secteur, contre un peu plus de 550 000 pour l'année dernière. De quoi rassurer sur la disponibilité de ce produit. Concernant la suspension de la pêche, elle devrait entraîner un manque à gagner de 15 000 tonnes. La production moyenne en poissons du pays est de 100 000 tonnes par an, pour des besoins de consommation estimés à 650 000 tonnes. La pisciculture se présente donc comme une opportunité, non seulement pour combler le gap, mais aussi pour répondre au chômage des jeunes. Dans la commune de Trècheville, plus précisément aux zones portuaires, les riverains se plaignent de la pollution, de l'environnement et de la dégradation des routes par les entreprises de cimenterie suite à de nombreuses plaintes sur la qualité de l'air et les dangers de la poussière engendrés par ces entreprises. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, s'est rendu sur les lieux pour constater le niveau de pollution et vérifier le dispositif de ces entreprises. Nikema Moussa, Tanguy Kono. Zone portuaire de Trècheville. Jean-Luc Assy, ministre en charge de l'environnement, mène une visite de terrain pour vérifier les dispositifs des sociétés de cimenterie pour atténuer les nuisances en termes de pollution. Il ressort donc de ces recommandations qu'il y a un certain nombre d'investissements complémentaires qui devraient être réalisés pour atténuer donc, les effets des nuisances environnementales. Nous sommes satisfaits donc, de cette visite parce que ce que nous venons de voir, c'est vrai, qu'il y a encore quelques petites émanations, mais ça c'est vraiment marginal. Nous allons exhorter les entreprises à respecter scrupuleusement les prescriptions qui sont contenues dans ce plan de gestion environnementale. Première étape de la visite, la société Terminal Vraquier à Abidjan. Après avoir présenté ses méthodes de protection de l'environnement, le premier responsable de la société s'est pleinement inscrit dans la vision du ministre. Deux choses. La première, c'est de limiter considérablement les émanations de poussière et deuxièmement, de sortir de la circulation de la zone énormément de camions parce que le clinker est désormais transporté par un réseau de convoyeurs aériens. Nous savons qu'il y a des populations riveraines à proximité et l'idée c'est de s'assurer qu'elles ne sont pas impactées par nos opérations. Accompagnée par les équipes du CIAPOL, la délégation se rend ensuite dans les entreprises de cimenterie. Là aussi, le constat est encourageant. Il y a eu beaucoup de plaintes contre ces cimenteries à cause de l'émanation des poussières. Et donc le ministre est venu, puisque nous a instruit de venir les rencontrer, porter des recommandations et c'est ce qu'on a fait. Il est venu, voici effectivement les recommandations qu'on a données sont respectées. En tout cas, lorsqu'on regarde, vous avez regardé, je pense qu'il y a quand même de l'amélioration. Au terme des différentes visites, le directeur des sociétés de cimenterie de la zone portuaire affirme leur volonté à veiller aux règles environnementales. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons continuer de travailler dans le but aussi de permettre aux populations riveraines et à nos partenaires d'être plus à l'aise et de vivre en toute joie avec nous. Un cadre de concertation avec la mairie, avec le CIAPOL, dans le but de toujours discuter sur certaines préoccupations des riverains et à les traiter au fur et à mesure. Cette visite de terrain fait suite à des plaintes récurrentes portées par les riverains touchés par la pollution de l'air, essentiellement due à la poussière, dégagée par ces entreprises de cimenterie. L'université de Bandoukou va bientôt ouvrir ses portes. Les programmes de formation sont en voie de validation. Le séminaire de présentation et de validation des programmes organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a débuté ce jeudi et prendra fin le 15 juin prochain. Bénédicte Siloué, Tanguy Kono.
L'université de Bandoukou ouvre ses portes en octobre prochain. Elle sera la 9e université du pays. Pendant 2 jours, les enseignants, chercheurs et des experts planchent sur le curricula de formation, les facultés et les disciplines à enseigner aux étudiants de la capitale du Gantougo. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, messieurs les experts, pour le choix porté sur vous par vos différentes institutions, et cela au regard de vos compétences et expériences respectives pour cet exercice historique, celui d'écrire les premiers pas de la future très proche université de Bandoukou. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur est revenu sur l'importance de cette infrastructure universitaire dans la ville de Bandoukou. À l'ouverture, l'établissement pourra accueillir entre 500 et 3000 étudiants dans sa première phase. Permettent déjà d'augmenter la capacité d'accueil de nos apprenants dans les structures publiques d'enseignement supérieur. Elles permettent également d'étoffer l'offre de formation, en quantité comme en qualité d'ailleurs, et également de rapprocher les universités des populations, de procéder donc, de contribuer donc à l'aménagement des territoires et au développement local. Ces universités en général sont thématiques et leurs thématiques portent sur les potentialités socio-économiques des régions d'implantation. L'université de Bandoukou est bâtie sur 305 hectares avec toutes les commodités aux standards internationaux. Elle est achevée à 90% et devra recevoir ses premiers étudiants en octobre prochain. Son nom rime avec le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. Il a été le mentor et producteur de plusieurs artistes. Il sera désormais compté parmi les écrivains de notre pays. L'ancien footballeur ivoirien Aimé Monoko se raconte dans « Et si on en parlait ? La quête du bonheur et du bien-être », un livre de 127 pages qu'il vient de publier. L'ouvrage aborde des sujets divers et a été présenté ce jeudi. Il fait la joie des premiers lecteurs, comme nous le montrent Nikeba Moussa et Mathurin Badé. Et si on en parlait ? Premier ouvrage de Aimé Monoko. Condensé de plusieurs chroniques, cette première aborde plusieurs sujets de société et veut accompagner ses lecteurs dans leur quotidien de tous les jours. Si on en parlait, la quête quotidienne du bonheur et du bien-être, ce sont des chroniques inspirées par ce que moi j'ai traversé d'une part, ce que j'ai vu des amis, des proches vivre au quotidien. Alors si on en parlait, une invite à ceux qui pourraient être découragés, à ceux qui seraient sur le point d'abandonner. Alors si on en parlait, invite tout le monde à la modestie, à la tolérance et à l'obéissance des lois divines. Aussitôt paru, que les lecteurs s'empressent de le découvrir et même de le recommander. Je crois que pour ceux qui vont parcourir ces livres, ils auront 2 choses à retenir. 1, l'humilité et la spiritualité. Quand vous parcourez ces livres, il a un impact sur tous les domaines, aussi bien en ville que dans les villages. Non seulement une nouvelle pépite, mais une nouvelle façon d'écrire, parce que c'est un recueil de réflexion, parce que ça part des faits vécus par l'auteur et par d'autres personnes qui l'ont inspiré, mais en même temps sous la coupole du Tout-Puissant, parce qu'il prône les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie, parce qu'il estime que si chacun de nous s'imprègne de ses écrits, forcément, on va voir qu'il est merveilleux d'avoir cette crainte de Dieu-là et de marcher avec Dieu. Éducation, lutte contre la drogue, crainte de Dieu, tant de thématiques évoquées entre les lignes de ce recueil de 127 pages dédié à la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves.